Bon, donc, alors, bonjour à tout le monde pour ce nouveau rendez-vous de la SFU. Donc, comme prévu, on va avoir donc un petit exposé de la part de Lucie et de Dominique pendant 20 minutes, une demi-heure, sur une thématique que vous allez découvrir tout de suite. Et ensuite, donc, on rallumera nos caméras et nos micros pour le débat qui va suivre. Voilà, donc, pour information habituelle, l'ensemble de la session est filmé et elle sera donc mise en ligne sur notre site SFU-Société française des urbanistes sur YouTube d'ici quelques jours. Voilà, Lucie et Dominique, la parole est à vous. Merci bien. Alors, nous sommes très contents d'être ici et on parle au sujet, comme toujours, le démocratique participatif. Et Dominique et moi, nous allons partager cette présentation. Peut-être, Dominique, je dirais juste qui nous suit et puis je parle un peu d'un nouveau livre. Et puis, je passe à vous pour expliquer ce qui s'est passé à Dunkerque. Bon, alors, merci bien encore une fois. Je suis Lucy Natarajan. Je suis associée professeure à University College London. Je suis une urbaniste. Toutes mes recherches sont sur les sujets participatifs. Et récemment, mon projet de ce livre que j'ai déjà mentionné, c'est un projet avec Territoire Europe, bien sûr, et des autres qui ont écrit au sujet d'enseignement et comment il s'agit et quels sont les liens avec le participatif, des choses participatives quand on enseigne. Et c'est un peu différent pour moi. Et aujourd'hui, ce livre est pour le premier point accessible, libre, en ligne pour tout le monde. Et je suis très contente de parler un peu de ça. Bon, alors, vous voyez ici, pour ce rendez-vous à la Société française des urbanistes, on a la question comment la pédagogie engagée en urbanisme prépare-t-elle les étudiants à développer leur esprit critique? Bon. Un très bon exemple, c'est celle de le cas concret avec le Fab Lab Effet Papillon à Dunkerque. Ici, on a aussi Dominique Locromanon que vous connaissez. Dominique, vous voulez dire bonjour aussi? Oui, merci Lucie. Je dis bonjour avec plaisir à tout le monde. Mais je te laisse d'abord présenter tout ton travail d'éditrice et d'enseignante en fait, parce que c'est très important. Okay. Et je dirais aussi que je suis co-éditrice. Mon collègue associé prof Michael Short ne pouvait pas nous rejoindre aussi, mais il envoie ses remerciements de cette opportunité de vous partager notre œuvre. Bon, alors on passe à la prochaine slide. Merci. Bon, ici, vous voyez comment accéder à ce livre. Et juste pour expliquer, à l'origine du livre, c'est vraiment que on a fait des recherches au sujet d'une forme de pédagogie. On utilisait des concepts des autres comme pédagogie, mais ce que nous intéresse le plus, c'est comment être plus critique, comment être participatif et comment, quand il s'agit de l'urbanisme en particulier, être plus équitable. Et, et on a vu des cas dans ce livre. Bon, on commence. Le troisième slide, merci. Et vous voyez ici tous les cas qu'on a écrits pour ce livre. C'est pas justement moi et Michel qui a écrit des chapitres, c'est aussi des gens, c'est inclus Dominique bien sûr, mais les sujets sont dans 3 sections.
attends, enfin, merci. La première section, c'est des révisions des programmes d'études. Et ici, vous voyez, je ne dirais pas chacun, mais vous voyez que ce sont des sujets d'urbanisme et les sujets de faire ensemble la révision des programmes d'études. Bon, la deuxième section, c'est l'enseignement soi-même. Et vous voyez ici les méthodes de pédagogie pratique, hein, comme des conférenciers invités, aussi la baladodiffusion, les choses les plus nouveaux pour moi, bien, comment faire l'apprentissage numérique et des choses qui sont un peu différentes pour nous, mais c'est pas à dire que c'est un nouveau chose qu'on veut avoir le thème participatif dans l'urbanisme enseignement. Bon, et la troisième section, c'est la pratique d'intégration. Et c'est ça qu'on va vraiment regarder en cette réunion. Bon, on passe à la prochaine. Merci, merci. Alors, quand je dis engaged urban pedagogy, il s'agit d'engager en réviser des programmes, comme j'ai déjà dit, et juste pour expliquer un peu plus, l'engagement commence avant d'enseigner. À l'université, on a des gens qui ne sont pas enseignants. Et ils ont une grande influence sur ce que nous faisons. Ils ont d'influence sur les processus, ils nous inspirent pour changer et renouveler les contenus des études avec les idées extérieures. Bon, ainsi dire. Bon, cela peut changer. Michael et moi, nous voulons dire que cela change le fonctionnement des établissements d'enseignement. Et c'est-à-dire qu'on travaille avec des étudiants, avec des autres gens, les personnels des services professionnels dans notre institut, mais aussi il y a des divers corps professionnels et les autres acteurs, encore une fois, extérieurs, ne sont pas vraiment extérieurs. C'est-à-dire. Bon, et la prochaine, s'il vous plaît. Alors, le deuxième moyen d'engager, c'est directement dans l'enseignement. Bon, il y a tant des rencontres avec les acteurs de l'urbanisme et les planificateurs, ceux qui font la création de lieux dans plusieurs manières. Les enseignants qui sont intéressés, certainement, ils sont partis de cette rencontre, mais il y a aussi les professionnels de la ville, bien sûr, les usagers du bâti et très notamment les communautés locales. Bon, et toutes ces activités se concentrent sur l'apprentissage actif des élèves, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils pensent pour eux-mêmes sur l'urbanisme, tout en regardant ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que cet engagement, c'est de leur envoyer un sens des complexités du monde urbain réel d'aujourd'hui. Et non pas juste les bouquins, quoi, qui sont très importants aussi, bien sûr. Mais le travail important est aussi difficile d'impliquer les acteurs urbains, de comment faire l'engagement soi-même comme planificateur, comme architecte, comment faire ça, on enseigne ça aussi. Et notre activité sont surtout concentrées sur encourager les élèves, les étudiants de maintenir une distance critique sur les sujets. C'est-à-dire qu'il faut engager, qu'il faut impliquer les autres gens, mais quand même de leur donner une chance de voir ça avec la distance critique, quand on a la chance à l'université et pendant l'enseignement seulement. Bon, et encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Et le dernier moyen qu'on engage,
cette engaged pedagogy, c'est pratiquement. Alors, on dit intégrer les pratiques, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait l'engagement dans l'enseignement, il y a des activités en dehors de l'enseignement de l'université qui sont importantes de tout ça. Et ils informent, ils aident à la coproduction directement et dans les quartiers locaux. Ils font partie aussi des réseaux de planification professionnelle. Bon, alors, moi et Michel, nous disons et nous proposons que toutes ces activités, en fait, sont partie d'un cycle pédagogique. Et c'est ça, cet cycle, vous voyez ici, qui est pédagogie engagée en urbanisme. Bon, alors, c'est-à-dire, le personnel d'université va très fréquemment au-delà de son rôle d'enseignant ordinaire. Et c'est-à-dire aussi que les enseignants approfondissent leurs connaissances en faisant ça. Et comme ça, ces expériences sont réinjectées dans l'éducation. Et on ne voit pas ça, on ne parle pas de ça, mais je crois que c'est très important. Et c'est pour ça que je dis, c'est-à-dire que ces activités sont liées à un processus itératif continu de l'université et de conception de l'enseignement. C'est partie la même chose. Bon, et comme ça, je veux donner maintenant à Dominique pour expliquer un peu plus le cas que vous avez fait. Ok, merci beaucoup Lucie et merci bien sûr de nous avoir permis de partager cette expérience de Dunkerque dans le cadre de cet ouvrage. Voilà, donc effectivement, donc je suis co-rédactrice avec 3 autres rédacteurs d'un des articles de cet ouvrage et qui relate l'histoire très concrète qui s'est déroulée à Dunkerque et qui continue à se dérouler. Et donc l'association un peu fondatrice s'appelle Territoire Europe et c'est créé vraiment à la suite de la rédaction de la Charte européenne de la démocratie participative liée au processus d'aménagement du territoire, avec l'ambition de faire vraiment de l'action concrète et pas seulement, je dirais, enfin de l'appliquer concrètement sur le terrain, et de s'appuyer en particulier sur les enjeux de l'économie circulaire pour partager les connaissances sur le foncier, sur l'eau, sur les végétaux, sur les matériaux et bien entendu sur les cultures pour construire des projets sur des quartiers. Alors, Territoire Europe, depuis 2019, rassemble des urbanistes de différents pays européens. Et donc, Lucie, ici présente, est notre secrétaire générale. Et donc, nous avons, je crois, 8 pays représentés aujourd'hui au niveau européen. Et donc, on partage à la fois ce que l'on fait les uns et les autres sur nos territoires et puis dans l'enseignement, comme vient de vous l'expliquer Lucie en particulier. Alors oui, tu peux passer à la suivante. Alors, à Dunkerque, l'histoire a démarré depuis 2015 et avant que Territoire Europe n'existe, avec un collectif qui s'appelle le collectif En Rue et qui a été créé par Patrick Lebellec, qui était, je dois en parler malheureusement au passé aujourd'hui, parce qu'il nous a quittés la semaine dernière. C'est pas vieux. Et donc, il a engagé avec ce collectif une démarche participative très forte dans le cadre d'une mission qui s'appelait Art et espace public. Et donc, dans ce groupe informel d'acteurs, on retrouve à la fois des habitants, on retrouve des sociologues, on retrouve des artistes, parce que c'est vraiment fondamental dans le projet. Et le processus était principalement de créer des espaces publics. Ici, sur la gauche, vous voyez un chemin qui a été ouvert entre une école et des logements sociaux et qui relie un quartier d'habitat social à un centre d'handicapés qui appartient au Papillon Blanc. Alors, on peut passer au suivant.
Voilà, et donc dans l'article, nous avons défini avec également Mélia Delplanque et avec Patrick et Stéphane Hauser, 3 défis principaux qu'on a pu rencontrer à la fois dans l'expérience de ANRU, mais aussi dans les expériences qu'on a poursuivies derrière. L'enjeu d'abord, quand on développe des communs et des espaces communs avec un collectif, comment on peut gérer le risque de l'appropriation et de l'exclusion d'un groupe à l'autre. Ça s'est produit, et je vais vous en parler rapidement. Le deuxième défi, c'est comment organiser des processus participatifs compte tenu des contraintes administratives et des points de vue qui sont parfois très limités des autorités publiques par rapport à la situation. Et le troisième défi, c'est comment assurer une meilleure construction des communs dans un partenariat public-privé et pas uniquement, j'allais dire, avec la collectivité publique. On peut passer à la suivante. Donc, le premier défi, là, vous avez quelques images des lieux. Donc, on est à Saint-Paul-sur-Mer. Il y a à la fois un quartier d'habitat collectif qui s'appelle Guinemer et une ancienne cité-jardin SNCF qui est en déshérence, comme vous le voyez. Et donc, le collectif ANRU, dans cette situation, a pu créer un certain nombre d'éléments de mobilier urbain, mais est allé assez loin, puisqu'ils ont récupéré un bâtiment qui était un ancien bâtiment de fonction pour les enseignants, mais qui est destiné à être démoli. Et ils ont pu y créer véritablement un atelier de charpente, une cuisine collective, des logements et une salle de réunion, donc ce qui a vraiment répondu, je dirais, aux besoins de la population à ce moment-là dans le quartier. Et finalement, ce projet a dû être abandonné parce qu'on a eu simultanément 2 choses. D'une part, des élections municipales locales qui ont plutôt fait pencher le pouvoir vers l'extrême droite, et qui ont voulu quelque part bloquer la situation, et d'autre part en interne même, l'ensemble des participants du groupe ont eu des tensions parce qu'il y a eu des personnes qui ont cherché à s'approprier le lieu par rapport aux autres, et donc le collectif n'a plus réussi à fonctionner. Et donc effectivement, je pense que Lucie nous a cité ou nous citera dans les recherches le terme de la tragédie des communs. Hein, c'est vrai que par rapport à ces situations, effectivement, les enjeux de comportement respectueux et de volonté des uns et des autres de s'adapter les uns par rapport aux autres et de communiquer sont extrêmement importants à poser. Alors, on peut passer à la suivante. Deuxième enjeu ou défi. Comment organiser des processus participatifs dans les contraintes administratives. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est pour les quartiers dont je parle, dans des quartiers qui sont en renouvellement urbain et gérés par l'ANRU. Et ces quartiers gérés par l'ANRU sont dans des calendriers extrêmement, je dirais, serrés, avec des questions de budget pour les partenaires, que ce soit les bailleurs, que ce soit les entreprises, que ce soit les collectivités et l'État, très serrés. Et donc, il n'y a pas la place véritablement d'une rencontre avec les habitants et d'une démocratie. Et donc là, c'est vrai que le travail qui a été fait par l'équipe de Patrick et par le collectif ANRU, en permettant à des artistes de venir, a permis véritablement une expression des personnes. Et donc là, un des exemples est le travail de concertation qui a été mis en scène par une artiste, Ona N, sur la concertation et son côté très théâtral, mais pas forcément très efficace dans l'abandon, je dirais, du territoire et du paysage. Et donc, mais par contre, c'est vrai que cette intervention d'artiste est réellement très efficace par rapport à la reconnaissance et à la capacité redonnée aux habitants à s'emparer quelque part de leur vie et de ce qui va leur arriver. Donc, on peut passer au troisième défi.
Et donc, troisième défi, c'est comment assurer la construction des communs, hein, il manque un mot là, en s'appuyant sur le partenariat public-privé. Et donc là, je vais vous parler du projet Fab Lab Effet Papillon, qui s'est donc fait en fait en lien, en partenariat entre le collectif, le collectif des différents acteurs habitants, mais aussi là, pour le coup, y compris les personnes handicapées, pour s'investir sur la connaissance des lieux. Et donc, il y a tout un travail sur la dépollution des sols et le phytomanagement qui se met en place avec l'Université du Littoral. Et sur ce territoire de Dunkerque, c'est effectivement très important de montrer que, d'une part, il peut y avoir de la pollution dans les sols, et d'autre part, on peut avoir des actions pour soigner le sol quelque part avec les plantes. Aussi, tout un travail sur la biodiversité, la découverte des plantes et comment on peut s'en servir dans le cadre de jardins ou dans le cadre d'expérimentation, y compris en termes de soins ou de nourriture. Et puis, donc, comme on est sur ce site des Papillons Blancs, à côté d'un quartier en renouvellement urbain, 300 logements vont être démolis et reconstruits. Il y a également tout l'enjeu de s'approprier quelque part les matériaux on dit plus démolition, on dit déconstruction, et de voir dans quelle mesure ils peuvent être réutilisés et mis à disposition dans le cadre d'une fabrique sur le territoire. Et l'ensemble des actions sont menées avec une appropriation culturelle et artistique et un chemin qui relie le quartier avec l'ensemble des espaces naturels de la communauté urbaine de Dunkerque. Alors, on peut aller à la slide suivante. Voilà, alors là, c'est un petit plan qui vous montre la situation du foncier. Donc, ce que vous voyez en orange au nord, c'est le quartier de Grotte qui va être démoli, les 300 logements démolis, reconstruits. Et puis tout le terrain en blanc et jaune, c'est le terrain qui appartient aux Papillons Blancs. Et les terrains en bleu marine sont les terrains de la communauté urbaine de Dunkerque, et les terrains en bleu clair, c'est la trame verte et bleue. Et donc, le centre le foyer d'accueil médicalisé qui est en jaune ici est aujourd'hui extrêmement enclavé, en fond de zone d'activité. Eh bien, grâce au chemin là qui va être réouvert avec le projet, il va se trouver au contraire en lien direct avec les quartiers. Et ce chemin va aussi donner accès à toute cette trame verte pour l'ensemble des habitants de ce quartier de Grotte ou des quartiers en général de Tettegem. Donc là, on voit bien que, en s'appuyant sur ce partenariat public-privé entre une structure privée qui a effectivement une belle emprise foncière et la collectivité, on peut construire des communs de manière beaucoup plus solide, j'allais dire, que quand on est uniquement entre habitants et collectivités publiques. L'intervention de ce partenaire Papillon Blanc est très importante. Et puis, on peut passer peut-être à la dernière slide. Donc, ce collectif, ce Fab Lab Effet Papillon, qui a aujourd'hui un site internet que vous pouvez découvrir, rassemble des partenaires nombreux qui sont entre des financeurs, mais des partenaires de projets qui interviennent dans le cadre du projet, et des habitants et des artistes et les personnes handicapées. Dans le cadre de ce Fab Lab a été créé un théâtre de verdure qui permet la tenue de 8 spectacles et fêtes par an, les drôles de fêtes, et en même temps se poursuivent des chantiers d'intervention sur le terrain qui fait environ 2 hectares, avec l'idée de poursuivre cette construction d'un espace de manière collective. Et donc, la gouvernance de tout ça reste une structure assez informelle et qui s'appelle les mitoyens commanditaires. Et je vois qu'est présente à notre réunion Claire Marquand, qui est une habitante qui a créé quelque part ce nom des mitoyens commanditaires. On n'a rien à voir les uns avec les autres, mais on travaille ensemble, en
fait, même si on est très différents les uns des autres. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai terminé la présentation et donc on peut passer à la phase des questions.